Bienvenue à tous sur AAC 55 Action Africa Culture. Et vous le savez, nous faisons la promotion des cultures africaines avec un S parce que c'est important. N'oubliez pas que la culture, c'est la seule chose qui se multiplie lorsqu'on la partage. Alors n'hésitez pas à partager ce direct, cette émission spécialement conçue pour vous. Ce soir, nous parlons du spectacle vivant, nous parlons du théâtre, nous parlons de la danse, nous parlerons du stand-up, de la comédie, car vous le savez, le spectacle vivant revêt plusieurs expressions artistiques et en représentation. Et donc, si depuis 2020 et l'avènement du Covid-19, la culture vit un moment catastrophique, on le sait, elle est empêchée car jugée non essentielle. On sait que depuis, beaucoup d'artistes souffrent et beaucoup d'acteurs culturels souffrent dans le domaine culturel. Alors, s'il y a un domaine qui est encore plus empêché, si je puis dire, c'est celui du spectacle vivant, car le spectacle vivant, vous le savez, c'est constitué d'un acteur, des acteurs et du public, c'est cette rencontre-là. Donc c'est sans doute celui, dans la culture, le secteur culturel qui paye le tribut le plus lourd à cette crise. Et pour en parler, laissez-moi vous présenter les invités qui ont accepté de participer à cette émission exceptionnelle. Et parce que c'est aussi du spectacle vivant, nous vous montrerons des extraits d'images et des extraits de spectacles de ces artistes qui nous font l'honneur, le plaisir d'être avec nous. Et alors, nous avons un comédien, il vient du Niger, il est connu pour être autrement appelé président fondateur, vous le connaissez, producteur de Gondwana Productions. Maman, merci d'être avec nous. Vous êtes producteur, donc je disais comédien, grand producteur de stand-up. Vous militez pour faire comprendre le sérieux du travail que représente le métier finalement de stand-upper, si on peut dire, et que c'est un vrai métier. Depuis 2014, vous avez fondé le festival en 2014, Festival du Rire, et vous nous raconterez voilà toute l'histoire et comment on en est arrivé là, mais nous ferons évidemment d'abord un petit bilan, si on peut dire, de ce qui se passe et de ce que la crise oblige à faire. Donc merci Maman d'être là. Merci. Comme vous l'avez dit, bonjour à tous les internautes qui sont connectés. Absolument. On leur dira évidemment que vous êtes avec nous, etc. Et qu'ils peuvent évidemment partager cette émission voilà, avec le plus grand nombre. À côté, oui, évidemment, nous avons Germaine Acogny, danseuse, chorégraphe, une grande dame qui, elle fait danser l'Afrique et le monde entier depuis des décennies. C'est notre plaisir de la recevoir à nouveau. Elle est née au Bénin, mais ça fait longtemps que le Sénégal l'a volée et adoptée. Elle a créé au Sénégal d'ailleurs un studio de danse en 68. Et puis elle a dansé avec Maurice Béjart, etc. Elle a installé son institution depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça s'appelle l'École des Sables à Dakar. Donc son aventure continue et on aimerait que ça se poursuive encore longtemps. Merci Germaine d'être avec nous. À côté de vous aussi, il y a Salia Sanou, lui aussi, mais un de ses anciens élèves de Germaine, qui est lui aussi devenu chorégraphe, burkinabé, qui a fondé la compagnie Mouvement Perpétuel, et il nous racontera évidemment toute son aventure, et vous verrez que lui aussi, voilà. D'ailleurs, on aura un express spectacle surprise pour vous, où tous les deux dansent ensemble, et c'est assez magnifique, vous le verrez tout à l'heure. Et oui, Salia, lui, il défend l'idée que la culture, c'est un facteur de rapprochement entre les humains et un vecteur de dialogue. Donc, on en parlera. Et alors, last but not least, j'ai envie de dire, nous avons le plaisir, l'immense bonheur d'avoir avec nous Étienne Minungu, comédien de théâtre, lui aussi burkinabé. Les gens vont croire que j'ai quelque chose avec le Burkina, mais voilà, et c'est pas de ma faute si tous les talents sont là-bas. Donc, je sais que nos internautes burkinabés vont penser que battez-vous, c'est très bien, battez-vous. Étienne Minungu est un comédien, metteur en scène, dramaturge et acteur culturel africain très engagé, basé à Ouagadougou, je l'ai dit au Burkina. Il était sociologue, voilà, il a étudié la sociologie à l'université de Ouaga avant, pour notre plus grand honneur, d'être dans le théâtre. Il a fondé les Récréatrales depuis 2002. Ravi, Étienne, que tu sois là parmi nous. Bienvenue à toi aussi. Merci à tous. Alors, donc, maintenant que tout le monde est là, j'ai envie de commencer
par vous demander, évidemment, on parle de cette crise du Covid-19 qui est à bien des égards une catastrophe pour l'industrie culturelle en général et le spectacle vivant en particulier. J'ai envie de vous demander, chacun à votre tour, évidemment, peut-être qu'on peut entendre Germaine Acogny. Comment est-ce que vous, justement, Germaine, vous avez vécu et vous vivez encore cette crise du Covid-19? Bon, nous, ça a été une grosse catastrophe parce que il y avait 38 danseurs de 14 pays d'Afrique à qui on transmettait le sacre de Pina Bausch. Et le 25 mars, ça va faire 1 an, au moment de passer au théâtre Daniel Sorano et dans un théâtre populaire à Blaise-Senghor, on nous dit que tout est fermé à cause du Covid et ça a été quelque chose d'étrange d'abord. Et alors, tout de suite, nous avons décidé, nous avons fait un feu pour purifier tout ça. Nous sommes mis autour, on a pris l'énergie, on a prié pour nous, pour nos familles, pour ceux qu'on aime et même pour ceux qu'on n'aime pas, pour que tous au spectacle. On a filmé la plage au crépuscule avec ces merveilleux danseurs africains et voilà, et ça a été montré en film. C'est ça, c'est aussi cette idée de montrer online les choses vivantes, faire des spectacles pour des gens qu'on ne voit pas. D'accord, mais on reparlera évidemment des idées qui ont dû et forcément émerger justement pour qu'on puisse comprendre un peu ce que c'est et comment est-ce que justement on peut avoir des stratégies de contournement. Mais j'aurais envie qu'on entende d'abord quelqu'un d'autre, qu'on entende Maman nous expliquer, lui, en tant que comédien et producteur du festival, comment est-ce que justement il a vécu cette période particulière. Donc Maman, comment est-ce que vous avez avec le festival, évidemment vous aussi, mais avec ce festival collectivement, comment, au-delà du festival même, comment vous avez traversé cette crise et comment vous traversez encore, parce que je la conjugue au passé, mais en fait cette crise est encore là, on est encore dedans, on ne sait même pas encore l'ampleur que ça prend vraiment. Oui, exactement. Alors, nous avons la chance, avec l'humour, d'avoir un art qui peut être aujourd'hui, au XXIe siècle, multicanal. On peut être humoriste sur scène, on peut être humoriste à la radio, les gens m'entendent tous les matins sur RFI, on peut être humoriste à la télévision et sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et donc, les humoristes ont beaucoup souffert de cette crise, de la fermeture des salles, de la suppression des spectacles, de la fermeture des frontières, donc de ne pas voyager. Mais ça nous a obligés à nous diversifier, à faire une sorte de résilience en allant sur différents canaux. Et c'est comme ça que avec Gondwana City Production, la société que j'ai créée ici à Abidjan et à travers laquelle nous faisons toutes nos productions à travers l'Afrique. Donc, j'ai proposé une émission à Canal+ qui s'appelle Téléconfinement. Donc, juste dans le nom, on voit. Moi, j'étais confiné à Niamey. Et les humoristes étaient confinés ici en Côte d'Ivoire et chacun enregistrait sa vidéo, son sketch à partir de chez lui et le monteur qui est ici à Abidjan montait l'émission et on l'envoyait à Paris. Donc, le fait que ce confinement soit arrivé à l'ère d'Internet, à l'ère du numérique, ça nous a permis de nous adapter. Donc, c'est l'Internet, le numérique est bienvenu. Ça nous a un peu sauvé la mise. Parce que déjà, en amont, l'Internet nous permettait d'aller directement vers les spectateurs, directement vers ceux qui nous viennent dans nos salles. Parce qu'avant, pour monter un spectacle, il fallait aller faire la promotion dans à la télévision, à la radio. Là, par Facebook, par Internet, par Twitter, on pouvait joindre directement nos spectateurs. Donc, ça a été une espèce de résilience. On a, par l'humour,
On a participé aux campagnes de sensibilisation sur les mesures de protection contre le Covid. J'ai participé à Niamey à plein de campagnes pour l'Union européenne, pour le gouvernement nigérien, à travers des vidéos. Et c'est des vidéos donc qui ont permis aux comédiens d'être payés pour ça. On s'est adapté en faisant le Parlement du rire en vacances, en tournant ça dans une villa. Ce n'était plus dans une salle de spectacle, donc on a pu se passer de cette contrainte du public. Et c'est comme ça qu'on a pu résister, qu'on a pu absolument résister. Absolument. On va entendre Salia Sanou, qui lui aussi est danseur, qui a une compagnie, danseur et photographe, donc je le disais, du Burkina Faso, lui aussi. Et comment est-ce que, Salia, comment est-ce qu'avec ta compagnie, tu as pu traverser et tu traverses encore cette crise? Quel impact ça a eu sur… Oui, c'est ce que maman a dit, ce que maman Germaine a dit, ça a été aussi pareil pour moi, un coup dur en tant qu'artiste, en tant que danseur, chorégraphe. On est habitué à prendre l'espace, à voyager, la danse, le corps, c'est prendre l'espace. Et à un moment, tu peux plus prendre l'espace. Donc, ça a été voilà, physiquement déjà pour moi un moment dur, un choc. Et après ce choc, voilà, je me suis dit, bon, il faut rebondir. De quelle façon? Ça a été, voilà, pour moi de prendre conscience de cette situation mondiale et puis me dire, bon, finalement, voilà, il faut reculer pour mieux sauter. Donc, ça m'a permis de travailler sur, de commencer la réflexion sur ma nouvelle création qui va être faite cette année. Et puis aussi, ça m'a permis aussi de reprendre contact avec beaucoup d'artistes, faire du lien avec beaucoup d'artistes, des amis que j'avais perdu un peu de vue ces dernières années. Et voilà, donc ça, c'était, personnellement, ça a été un moment très, très enrichissant dans ce sens. Après, les spectacles ont été beaucoup affectés par ça, j'ai perdu presque voilà, une quarantaine de dates de tournées. Mais il faut dire que dans le milieu du spectacle vivant, il y a eu quand même une solidarité professionnelle. Tous les théâtres où mes spectacles ont été annulés, il y a eu les cachets ont été payés. Hein, les artistes ont touché leur cachet. Donc, c'était vraiment un grand soulagement pour tous ces artistes qui participaient à ces tournées. Et puis aussi, un moment aussi très, très important, c'est pendant ce confinement, il y a eu des contacts avec beaucoup de chorégraphes et danseurs sur le continent et de la diaspora. Donc, ça nous a permis de créer une sorte de réseau qui s'appelle le Cercle Réseau des chorégraphes et danseurs d'Afrique et de la diaspora. Et ça nous a permis de nous retrouver périodiquement pour échanger sur sur la vie pendant le confinement, comment chacun se comporte avec ce moment, et surtout de mieux faire connaissance avec tous les artistes. Voilà, ça a été un moment vraiment d'échange aussi très, très riche sur les réseaux qui nous a permis de mieux faire connaissance et de mieux comprendre qui vit où, qui fait quoi. Et ça a été des moments assez très, très bien et qui continuent aujourd'hui encore malgré tout. Ah bah, tant mieux pour vous, tant mieux vraiment pour la compagnie quand même sur une note un peu positive malgré tout. Et puis c'est important de faire passer ce message effectivement qu'il y a eu quand même des choses qui ont pu se passer malgré tout, même si on sait que c'est très très difficile. Alors je voudrais qu'on entende Étienne Minungu justement qui lui va nous parler du théâtre et de comment est-ce que justement cette crise a affecté lui aussi et les récréatrales, parce que je sais que ça a quand même eu lieu malgré tout. Et comment est-ce que cette crise, justement, a affecté votre travail? Bon, d'abord, dans un premier temps, c'est vrai qu'au Burkina, à partir de la première vague, au mois de mars, quand il y a eu donc le couvre-feu et puis
toutes les stratégies mises en place par le politique pour le confinement, les théâtres ont été fermés. Ça a été un coup dur, à mon avis, pour un certain nombre de lieux au Burkina Faso. Ce n'était déjà pas facile. Mais malgré tout, le processus des récréatrales, qui est dirigé aujourd'hui par Aristide Tanarda, qui en est le directeur général, je rappelle cela parce que je ne suis plus aux commandes des récréatrales, c'est Aristide Tanarda qui pilote l'affaire avec toute son équipe. Il a réussi quand même à dérouler l'ensemble de son programme, sauf la deuxième étape du mois de juin. Donc, et il a quand même réussi aussi à faire la plateforme festival, donc les résidences et la plateforme festival au mois d'octobre dernier. Et ça a été une belle réussite, une manière aussi de montrer comment est-ce que les artistes de théâtre ont une capacité de résilience. Il y a eu aussi des initiatives d'autres artistes, des initiatives comme celle de KPG qui faisait les comptes chez lui tous les soirs via Facebook Live. Et je crois que chacun a essayé de s'adapter. Il y a ici aussi la contribution des artistes d'une manière générale par rapport à la sensibilisation sur les gestes barrières. Donc je crois que quelque part, dans ce temps de crise du Covid, les artistes ont bien sûr souffert de la situation, mais ils ont été aussi mis à contribution dans la sensibilisation pour les populations sur les gestes barrières. Alors, pour ce qui me concerne, moi, évidemment, comme tout le monde, j'ai perdu énormément de dates, surtout avec mon dernier spectacle Trace, écrit par Fel Winsar et que je jouais avec Simon Winsey. Donc, on aura un extrait tout à l'heure. Voilà, mais j'ai réussi quand même à faire le festival de Limoges. Ça, c'était passé entre les gouttes. Et le festival d'Avignon, qui a eu lieu la semaine d'art en Avignon, qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, et bien sûr, au Récréatral. Donc, on va dire que l'un dans l'autre, moi, de façon personnelle, j'ai pas vécu un impact très fort sur la circulation de mes œuvres. Il reste maintenant que, à partir de maintenant, c'est assez long, les théâtres sont fermés ici. Comme Salia disait, j'avais aussi à peu près 50 à 60 dates de traces à la fois en Afrique centrale, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et ici en Europe, en France, en Belgique. Et à chaque fois, c'est déprogrammé, c'est déprogrammé, c'est déprogrammé. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Mais fort heureusement, l'ensemble des différents soutiens ici dans les théâtres ont permis de conserver parfois un minimum de cachet et ont permis aussi pour certains lieux de reporter, de ne pas annuler purement et simplement les dates, mais de les reporter à une date ultérieure en attendant que, que le temps s'éclaircisse. Ouais. Heureusement, on a envie de dire. Et alors là, ce que je vous propose, c'est que on essaye tous ensemble de justement essayer peut-être de réfléchir à simplement la situation, parce que vous êtes chacun dans votre domaine des personnalités très investies. Et d'ailleurs, on vous a tous invités aujourd'hui parce que vous avez, par ailleurs de votre exercice de chorégraphe, vous avez monté donc des entreprises, vous avez montré des structures et des festivals et des événements. Donc, l'idée là, c'est de dire, voilà, tous les artistes qui nous écoutent, il y en a qui ne sont pas dans la même situation que vous, évidemment. Quel message vous avez envie de leur donner pour justement qu'ils puissent tenir pendant cette période qui est si difficile. Aussi, peut-être que si vous avez des messages à donner aussi aux gouvernants, aux dirigeants, etc., la parole est à vous. Peut-être Germaine peut commencer pour nous dire justement comment faire pour tenir pendant cette période-là. Bon, moi, je trouve dommage que nos gouvernants, enfin au Sénégal, on ait fermé les théâtres. Bon, on peut permettre aux gens, je trouve, on est moins contaminés qu'en Europe. Donc, les griots, les autres artistes, on peut nous permettre de jouer dans la rue, dehors, il ne fait pas froid. Et je pense que cette idée
de contact avec le public tout en gardant les gestes barrières, on peut nous le permettre. Mais bon, on ne peut pas danser dehors, on ne peut rien faire. Et ça, je trouve ça très dommage. Ouais. En plus, bien, ils essayent de nous aider avec de l'argent. Mais personnellement, on nous dit de rester chez soi. Mais moi, tous les matins, je marche au bord de l'eau, j'essaie de m'immuniser avec des produits naturels. Et personnellement, il y a eu des grandes pandémies et je crois qu'à des grands moments, quand il y a trop de monde sur la Terre, on dirait qu'il y a des catastrophes qui arrivent pour diminuer les gens. Les gens meurent, les guerres, etc. Donc, peut-être que nous sommes dans cette période et qu'il faut nous laisser le libre choix. Par exemple, moi, je voyage, je fais attention. J'ai été au Burkina Faso, j'ai été au Mali, j'étais ambassadrice du théâtre de la ville, même pas peur. J'ai dansé sans public et ça a été filmé sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance que 5000 personnes ont pu voir le spectacle. Donc ça, c'est aussi le bon côté. Mais je pense qu'au Sénégal ou en Afrique, on devrait nous laisser plus de liberté pour, dans les rues, dehors, de danser, de chanter et même de faire la manche pour que le public nous aide. Parce que c'est pas possible de vivre en attendant tout de l'État. Oui. Et Maman, est-ce que justement, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces déclarations de Germaine? Oui, alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui concerne intrinsèquement les artistes, à se prendre en main, à profiter de cette crise-là pour avoir un recul et réfléchir sur notre art. Pour moi, c'est une occasion pour nous, les artistes, au lieu d'être dans la vitesse quotidienne, courir toujours pour créer, pour jouer, voyager. Là, on a le temps de réfléchir. Étienne, tout à l'heure, parlait des résidences qu'ils font au Récréatral. J'arrive jamais à dire ce nom-là. C'est trop difficile. Récréatral, c'est trop difficile. Il faut expliquer. Récréer. J'ai dit Récréatral. Non, merci, Maman. Moi-même, j'ai complètement gaspillé avec ça. Là. On dirait que c'était pas ma langue. Non, merci. Donc, c'est prendre le temps que nous offre cette pandémie d'écrire, de peaufiner notre création, de méditer, de regarder le monde, de nous imprégner de ce qui se passe, parce que nous, les artistes, nous sommes la voix, nous sommes la transmission et des gens, et de l'époque, et des crises. Donc, on prend tout ce qui se passe en ce moment. Donc, prenons le temps de l'écrire et c'est de l'inspiration toute cette crise-là. Les grandes créations, que ça soit en littérature, en théâtre, en cinéma, ça vient toujours des grandes crises. Jusqu'à aujourd'hui, on a des grandes œuvres qui viennent de la Deuxième Guerre mondiale, de l'esclavage, de la colonisation. La colonisation, ça arrive. C'est pas encore le moment, mais c'est en train d'arriver. Nos petits frères qui viennent vont inonder le monde avec des œuvres inspirées de la colonisation, parce qu'on nous a toujours empêchés d'écrire ou de créer à propos de la colonisation. Maintenant, cet aspect mis de part, il y a la responsabilité des autorités. Étienne, qui est en France, le sait très bien, il y a un soutien fort de l'État. En Belgique. Là, il est en Belgique, lui. Hein? Lui, il est en Belgique. Et en Belgique, pour la France, j'ai beaucoup d'amis qui sont en France, qui ont des boîtes de production, qui ont des structures, des théâtres, et ils ont pu résister, ils ont pu ne pas se noyer grâce au soutien de l'État. Ils ont pu payer les charges, c'est-à-dire les loyers, les salaires de leurs employés, de leurs collaborateurs. Et donc, ce qu'on demande aux autorités ici en Afrique, c'est ce soutien-là. Soutenez les structures pour pas qu'elles disparaissent. On sait qu'il y a d'autres priorités, santé, école, route, infrastructure. On a des pays qui souffrent beaucoup, mais la culture est très importante, plus importante qu'on le pense. Et des pays comme les États-Unis, aujourd'hui, s'ils dominent le monde, c'est pas tellement
grâce à leur armée. C'est pas tellement grâce à leur économie, c'est grâce à leur culture qui a colonisé nos cerveaux. Donc, absolument. Oui, voilà. Absolument. Grâce à Hollywood. Salia, est-ce que justement, toi, tu aurais un message à faire passer voilà, aux artistes qui sont dans cette période et qui attendent et quelque chose pour justement les aider à traverser cette crise? Oui, je pense qu'il faut saluer la force de vie des artistes entre 2020 a montré que il y avait quand même une ressource, a vu qu'il y avait une vie, une détermination. En tout cas, sur le continent africain, les temps sont déjà durs, même avant le Covid. Et le Covid est arrivé, ça a empiré un peu la situation, mais il faut saluer cette force-là de résistance, cette force de vie des artistes qui ont continué malgré tout à créer, à trouver des astuces, à trouver des situations. Les récréatrales ont pu se tenir, dialogue de corps a pu se tenir, beaucoup d'événements à travers le continent ont pu se tenir. Vraiment, c'est grâce à cette détermination-là des artistes qu'il faut saluer. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue sur cette lancée-là, de dire, bon, voilà, en fait, nous, on est déjà habitués à des crises, quoi, parce qu'on les vit depuis avant le Covid. Le Covid est arrivé, on est un peu habitués, on a des ressources. Je pense qu'il faut que les artistes continuent cette force-là, cette force de solidarité pour continuer le combat. Voilà, donc moi, en tout cas, j'invite toujours à cette solidarité, à cette force de travail. Voilà, maman l'a bien dit, c'est pendant ces moments-là aussi qu'on va puiser loin au fond de nous-mêmes pour faire jaillir la lumière. Et moi, j'ai vraiment espoir que, en tout cas, ce moment-là, ça va permettre à beaucoup de choses d'émerger, à beaucoup d'initiatives et aussi à redonner un autre visage, une autre force à notre art. Ah ben ça, justement, on espère vivement que ce soit le cas. Étienne Mulungu, je voulais savoir justement, est-ce que cette idée-là, que finalement il y a une capacité de résilience chez les artistes, etc., et en particulier une capacité de résilience en Afrique, que finalement, peut-être que l'Afrique a quelque chose à apprendre au monde de cette crise, parce que sur le continent, on a été habitué, malgré nous, avec les situations, à s'adapter à l'imprévu, à s'adapter voilà, aux choses, aux crises, etc. Est-ce que finalement l'Afrique a quelque chose à apprendre au monde dans cette crise? Avant de répondre à cette question, je veux, pour revenir un peu, je crois que cette crise a révélé aussi beaucoup de fragilité du milieu culturel et artistique sur le continent. Évidemment, chaque pays est complètement différent, l'écosystème culturel et artistique de chaque pays est différent, mais ce que ça a révélé, c'est qu'il n'y a pas une véritable force collective de proposition pour faire face, par exemple, à certains défis. Quand il y a eu donc cette crise et que les gouvernements ont mis en place des dispositifs de soutien à l'ensemble du tissu économique, etc., eh bien, il y a certains pays qui n'ont pas pu avoir de ces dispositifs au soutien du secteur économique, qui n'ont pas pu avoir de soutien conséquent. Mais pourquoi? D'abord parce qu'ils sont faiblement organisés pour avoir une voix au chapitre des revendications, pour montrer aussi que la culture et les arts affectés par la crise du Covid attendaient aussi une réponse politique par rapport à leur situation. Donc, dans certains pays, il n'y a pas eu une force de proposition assez structurée. Mais pourquoi? Parce que l'écosystème artistique et culturel n'est pas assez organisé sur notre continent. Donc, je crois que ça, c'est une donnée essentielle. Et si cette crise peut nous donner une leçon, c'est celle de se structurer, de s'organiser, de manière à pouvoir porter nos revendications collectives de manière pertinente et de manière puissante pour pouvoir avoir des réponses du politique. La deuxième chose, c'est que vis-à-vis de nos autorités,
très peu de pays ont un cadastre de l'écosystème culturel et artistique. Ils ne savent pas. Donc, quand on met en place au Burkina Faso un dispositif salutaire comme celui de 1,250 milliard de francs CFA pour soutenir les artistes et le milieu de la culture, ce qui était une décision politique très courageuse et complètement inédite. Je crois que c'est un des rares pays qui a mis en place un dispositif de cette nature-là avec ce montant-là. La question, ça a été maintenant la répartition. Et cette répartition avait des problèmes pour la simple raison que le ministère de la Culture n'a pas un tableau de bord avec un cadastre pour savoir qui fait quoi, où et quand et comment. Donc, comment est-ce que je crois que cette crise-là doit permettre aux différentes organisations culturelles, qu'elles soient du cinéma, du théâtre, du conte, de la musique, de la peinture, de la danse, bref, qu'on s'organise à travers des structures capables de prendre en charge les différentes problématiques pour que on puisse pouvoir discuter avec le politique de manière tout à fait positive. Donc ça, c'est une première chose. Parce que ce que l'Afrique peut démontrer au reste du continent, c'est bien sûr sa capacité de résilience, mais en même temps, ce qu'elle peut apprendre aussi du reste du monde, c'est que quand on regarde ici en Europe, les différentes réponses que le politique a essayé d'accorder dans les différents secteurs de la culture et des arts, ces réponses-là sont basées sur un écosystème hyper structuré. On sait qui fait quoi et où. Et donc, on peut effectivement mettre en place des dispositifs pour permettre aux intermittents du spectacle de pouvoir avoir des compensations. On peut allonger le temps de chômage. Bref, il y a toute une série de dispositions qui ont été mises en œuvre ici de manière politique pour soutenir les arts et la culture, ce qui n'est pas le cas sur le continent. Et je crois que de temps en temps, il ne faut pas non plus voir notre capacité à encaisser les coups en Afrique pour dire que nous sommes assez résilients sur cette question-là et ne pas voir la fragilité de nos systèmes tels qu'organisés, de manière à ce que si la secousse était très forte, heureusement que la secousse n'a pas été très forte sur le continent, mais si la secousse était très forte comme en Europe, je crois que là, il y aurait une grande catastrophe, y compris, bien sûr, tous les autres secteurs, mais certainement dans le milieu des arts et de la culture, qui était déjà difficile, on aurait connu une catastrophe beaucoup plus importante. Je crois que la structuration, l'organisation, notre capacité à apporter une réponse collective aux défis qui nous concernent, je crois que c'est maintenant que les acteurs culturels africains doivent s'organiser pour cela. Oui, absolument. Je trouve que vraiment, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de notre plateforme AC55, Action Africa Culture, qui justement a été créée, déployée pour permettre de réfléchir à toutes ces questions-là. Donc, je ne saurais voilà, que trop remercier Ken Mungu pour cette déclaration, parce qu'effectivement, si l'Afrique a des choses à apprendre voilà, au monde, elle a aussi des choses à apprendre du monde. Et ça, c'est toujours bien de le rappeler. Et alors là, je voulais qu'on passe justement à la création. Maman l'a dit, c'est un moment propice aussi pour des créateurs pour créer, c'est un moment, un temps d'inspiration. Je voulais que justement les gens qui viennent sur cette plateforme, ils soient pas, ils ne restent pas sur la note de, évidemment la crise elle est là, mais il y a aussi la création, et la création elle existe, et je voulais profiter de ce moment pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc la plupart des gens évidemment vous connaissent, ils connaissent votre travail, chacun d'entre vous, pour justement essayer de montrer, de montrer votre travail, et afin que les gens se rendent compte de ce que c'est cette création, cette créativité sur le continent. Donc, Madame, parce que c'est Madame Maman Germaine Akoni, je voulais que justement les gens sachent un peu qui vous étiez. Donc, on a retrouvé des images. On a retrouvé des images de vous dansant, jeune. Voilà. Mais on montrera aussi des images d'extraits de spectacles avec Salia, multiples, que j'avais particulièrement adoré, qui a été joué à Avignon il y a maintenant 2 ans. Mais vraiment, on montrera ces images-là.
Donc, je propose qu'on montre d'abord un extrait du spectacle et qu'on en parle juste après ensemble. Donc, je disais merci donc de nous rejoindre, ceux qui nous rejoignent et qui sont encore avec nous sur cette discussion sur AAC55, qui soutient le spectacle vivant. On est donc toujours avec Germaine Acogny, donc on a vu un extrait de spectacle, donc jeune, et voilà, et récemment à l'École des Sables. Mais on a envie de savoir, justement, comment se fait-il que, encore après toutes ces années, vous ayez toujours envie de danser? Bah, écoutez, hein, je pense que c'est cette envie de bouger, de danser, et je sens que il y a des gens qui me demandent, mais tu vas pas prendre la retraite? Ah ben je dis, eh, si on prend une voiture qu'on met au garage, ça va se rouiller. Eh ben moi, si j'arrête, je vais me rouiller. Donc cette envie pour moi d'abord, je suis très égoïste parce que quand je me donne du plaisir, je pense que je donne du plaisir à l'autre. Je danse pour moi, je bouge pour moi et tant que j'aurai l'énergie et la force de bouger, je le ferai. Parce que dernièrement, justement, avec Multiples de Salia, ben, comme il disait quand il a fait la création, je n'ai rien à prouver, je n'ai plus rien à prouver que pour mon plaisir et le plaisir de ceux avec qui je danse. Et c'est un réel de vivre, même pendant ce Covid, de voyager, de danser. Pour moi, c'est c'est le plus grand don que je pouvais recevoir de Dieu et j'en suis très heureuse. Et alors, justement, qu'est-ce que ça vous apporte, donc, la transmission à travers l'École des Sables, et même avant avec le studio, qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, je trouve que c'est très important ce dialogue intergénérationnel parce que donner, c'est recevoir. Comme disait le président Senghor, donner, recevoir. Donc, c'est très important pour moi, ce dialogue avec les jeunes. Et j'ai eu la chance de créer une technique de danse qui est mondialement connue, que je transmets aux jeunes de plusieurs pays, du monde entier, pour que, justement, pour moi, c'est le symbole de ma technique, c'est le fromager, l'arbre qui est très enraciné et s'élance vers le ciel pour prendre des influences d'ailleurs. Donc, être enraciné, savoir d'où l'on vient pour pouvoir aller au-delà. Donc, ce dialogue, cet échange intercontinental est très important pour le monde actuel. Et en plus, mon travail est lié à la nature. Par exemple, il y a les noms, le fromager, le nénuphar, le buffle. Donc, rappeler que nous venons de la nature et que la nature est très importante pour nous. Ce qui s'est passé pendant le Covid, il n'y avait plus de vols d'avion, toutes les industries étaient arrêtées et la nature a repris de la vigueur pour nous, pour pouvoir vivre. Et nous vivons, si nous vivons en connexion avec la nature, eh bien, l'avenir sera plus belle. Je ne dis pas qu'il faut arrêter toutes ces trucs technologiques, mais il faut qu'on réfléchisse au bien-être des êtres humains, de la nature, pour que nous puissions vivre le plus longtemps ensemble. Ah, merci beaucoup, Germaine Acogny, pour ce message magnifique et qui évidemment fera sens et fera date, je pense, et que justement, on se rappelle, cette crise nous en ramène vers l'essentiel, Et alors, je voulais que là, on discute, voilà, on continue sur la danse avec Salia. Salia Sanou, justement, et dont on montrera évidemment un extrait de son œuvre, et pour justement essayer de véhiculer encore ce message sur lequel nous, on travaille sur AAC55, qui est de dire que le spectacle vivant, il continue, la création, elle continue, malgré tout, malgré ce qui se passe. Donc, je vous propose d'ailleurs
d'écouter un extrait du spectacle dont on parlait tout à l'heure, donc avec Germaine Acogny, fait par Sally Hassanou, qui s'appelle Multiple, qui est absolument magnifique, qui a été produit donc et joué sur scène à Avignon, et on en discute tout de suite après. J'apporte l'autre. J'apporte l'absolument différent. Je suis l'angoisse, la curiosité, le besoin de comprendre. Je me demande, je me pose des questions. J'exige de savoir où, depuis quand, de quelle manière. Que va-t-il se passer? D'où venons-nous? Qui a-t-il eu jadis et pourquoi? Je suis ailleurs que là où je suis. Je vis dans le passé et dans l'avenir. Mélancolie, ironie, doute et nostalgie me serrent la gorge. Je vous ferai cadeau de tout cela. Regardez notre visage. Nous sommes. La terre est. La montagne est. Nous sommes la montagne. La montagne est habitée par des esprits. Et nous aussi. Un. Tout est un. Comment serions-nous seuls, puisque le monde est là, comme il l'a été et comme il le sera. Nous dansons, nous sautons. Notre souffle est le vent. Le vent des plaines nous connaît, comme nous le connaissons. On vient de voir un extrait donc de Multiples, donc avec Germaine Acogny donc à Avignon. Parle-nous rapidement justement de ce spectacle-là. Comment est-ce que justement tu l'as créé? Comment est-ce qu'il est né? Alors, le spectacle Multiple a été créé en 3 volets. Le premier volet, justement, avec Germaine Acogny, Maman Germaine, comme on l'aime l'appeler affectueusement sur le continent. Et moi, j'aime bien dire, quand on est danseur sur le continent africain et qu'on ne connaît pas Maman Germaine, ça veut dire qu'on n'a pas encore commencé à danser. Voilà. Et cette rencontre, j'ai voulu lui rendre un hommage. Et très souvent, on attend beaucoup, trop longtemps pour reconnaître, pour rendre hommage à des personnes qui nous ont façonnés, qui nous ont donné la voix, qui nous ont permis d'accéder à beaucoup de connaissances. Donc, je voulais, avec Maman Germaine, parler de la transmission, de la mémoire. Quelle est, en tant que danseur, danseuse, en tant que génération différente, quelle est de l'ordre de la pensée, de la danse, de la philosophie qui est le plus important.
où c'est la physicalité, où c'est l'aspect espace dans le corps, du corps qui est le plus important. Donc, du coup, le dialogue était vraiment basé sur ce moment-là de mémoire et de la transmission. Et ça a été, et je lui disais sans arrêt, maman Germaine, tu n'as plus rien à prouver. Être là tout simplement sur la scène et moi à m'agiter autour de toi, ça devrait suffire pour épater le public. Et c'est vrai. Et c'est vrai. La rencontre a Je été confirme. sincère parce que et voilà, c'était un moment assez, assez rempli de générosité, de donner, et de recevoir, voilà, multiples, avec de beaucoup de vous. C'est le titre de cette séquence-là avec Maman Germaine, pour dire, voilà, elle a beaucoup donné. Il faut aussi lui rendre aussi de ce qu'elle a donné à cette nouvelle génération. Vraiment, c'était un spectacle d'hommage à Maman Germaine. Ah, mais on l'a ressenti comme ça et on le ressent comme ça. Et je n'ai qu'une hâte, c'est que, évidemment, les choses se tassent afin que, justement, ça soit possible à nouveau de vous voir ensemble, tous les deux, individuellement, mais ensemble, réunis sur un, sur un, voilà, dans un beau théâtre pour vous voir danser, parce que c'est absolument magnifique, cet hommage. Vraiment, c'était sublime. Et j'en garde des images, voilà. Donc, je l'avais dit sur le coup quand je l'avais vu à Avignon, mais voilà, j'arrête pas de le répéter, mais vraiment, et si les gens veulent comprendre justement ce que c'est le spectacle vivant, comment justement on peut leur dire ce que cette émotion que vous transmettez tous les deux en dansant, justement, que c'est quelque chose qu'il faut vivre physiquement quasiment pour le ressentir. Hein? Merci. Vraiment, non, c'était absolument magnifique. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous deux. Je voudrais qu'on passe à présent au théâtre, qu'on aborde le théâtre et que on discute avec un grand dramaturge lui aussi et que vous puissiez voir de vous-même sa dernière création, donc c'est Traces. C'est un texte de Felwine Sarr, n'est-ce pas, Etienne Milingou, que vous avez lu. Donc là, l'extrait qu'on va voir, c'est un extrait qui a été que vous avez lu dans un théâtre. Où est-ce que c'était? Dites-nous les conditions. C'était au Festival d'Avignon au mois d'octobre, durant la semaine d'art. Donc, c'était la représentation. Et donc, ce sont des extraits donc, du spectacle Traces, Discours aux Nations africaines, effectivement, de Felwine Sarr. Il faut dire que Felwine Sarr, que tout le monde connaît, grand économiste, un artiste musicien, sans doute aussi un des plus grands penseurs contemporains de l'Afrique aujourd'hui, sur la marche du monde, a écrit ce texte comme une espèce d'adresse à la jeunesse africaine et à sa diaspora, mais une adresse aussi qui fait le point de la présence de l'Afrique dans le monde depuis l'origine et sa place aujourd'hui dans le monde et sa capacité aussi à porter une parole vivifiante pour le monde aujourd'hui en pleine crise. Il n'y a pas seulement les solutions sont les solutions sur les questions que nous nous posons aujourd'hui sur le devenir du monde. Ces solutions-là sont partout où vit l'homme et notamment en Afrique. Mais je crois qu'avec Traces, Discours aux Nations africaines, je poursuis quelque part mon travail de recherche et de rencontre avec un certain nombre d'auteurs africains dont la parole me semble essentielle à faire entendre. Depuis 2013, j'ai commencé avec le dramaturge congolais Dieudonné Nyanguna, qui a écrit pour moi M'appelle Mohamed Ali, donc une pièce sur la figure du boxeur, la figure de la résistance. Et j'ai pu jouer cette pièce-là dans une vingtaine de pays, à peu près 350 représentations. Et à la suite de ça, je me suis emparé de la parole de Aimé Césaire, grand poète de la négritude, sans doute aussi une des voix les plus puissantes de la civilisation africaine et la question des émancipations africaines.
Et c'était autour du cahier d'un retour au pays natal. Et là aussi, j'ai fait une belle traversée de cette œuvre-là à travers une 150 représentations dans une quinzaine de pays. Et puis ensuite, je me suis emparé de Sony Laboutansi, le dramaturge congolais, décédé en 1995, mais qui a laissé une œuvre romanesque, poétique et des essais absolument fabuleuses. Et qui méritait aussi d'être réentendu aujourd'hui. Alors, c'est à partir de Encre, sueur, salive et sang qui est sorti au Seuil en 2015 que j'ai fait une composition très musicale avec cette œuvre-là. Et puis ensuite, maintenant, je pensais qu'il manquait dans cette filiation des penseurs de l'Afrique qui parlent du cœur de l'Afrique au reste du monde, qu'il manquait une quatrième parole et elle est venue par la rencontre avec Felwine Sarr, et qui est venu à Ouagadougou au Récréatral et qui m'a invité aux ateliers de la pensée à Dakar plusieurs fois et qui finalement m'a livré cette œuvre-là et que je porte avec le musicien Simon Winsé et sous le regard de Aristide Tanagda qui nous a accompagnés dans la création. Et maintenant, c'est vrai, Trace de Felwine Sarr mérite d'être entendue à la fois par le continent africain, par sa diaspora, mais surtout aussi mérite d'être entendu par les autres publics des autres espaces. Et nous sommes attelés à pouvoir le faire dès qu'il y aura des éclaircies. Il y a une cinquantaine, soixantaine de dates qui sont prévues dans une quinzaine de pays dans les mois qui arrivent. Ah bah c'est formidable, c'est formidable. Alors du coup, je vous propose de regarder un extrait de Trace, donc sur un texte de Felwine Sarr, représenté donc à Avignon par Étienne Minelli. J'embarquais dans une de ces rochas depuis une des côtes de l'Afrique, mais cette fois, nul ne m'y avait obligé. Alors, après une incroyable odyssée, digne de celle d'un Bakary de voguant vers les Amériques, la mer me vomit un matin sur une plage. Minata, Minata, dunia. Nabang santalbo, nabang santalbo, nabang santalbo, nabang santalbo. Elle accepta le souffle, l'accueillit dans sa gorge, le laissa aller le long de son thorax. Elle consentit ainsi à la vie, puis elle la nourrit, la sema, la dissémina. Et elle le fit pendant plus de jours que ne peuvent durer le chant des labours. Minata, Minata, Ounan rencontra Toumaï et ils firent peuple. Pour que la rivière coule à nouveau et irrigue la plaine fertile, il nous faut désobstruer tous les chemins. Nous ne remonterons pas à la surface comme les saumons se feraient un chemin vers l'origine. Et peu importe d'ailleurs où nous la situons, cette origine. Où? Mais elle est à jamais, jamais, jamais perdue. Et pourtant, nous devons marcher. Nous devons marcher. Mais sans les béquilles du dieu Legba, qui désormais s'est assis, la vie passe. Mais nous sommes là. Nous sommes là pour en prolonger la trace lumineuse. Puisse le dieu Legba se lever et à nouveau vous ouvrir les chemins. Mile siripiri, mile kakopia,
Maman, Oui. donc je disais que c'était important, évidemment, qu'on voit le travail, la création et ce qui se fait dans le spectacle vivant. Donc, on a entendu un peu les œuvres des invités qu'on a eus. Donc, maintenant, Maman, on va diffuser évidemment un extrait du spectacle de Sans Visa, mais aussi du Festival du Rire. Et j'aimerais qu'on parle ensemble du Festival du Rire qui va à Abidjan, qui malgré tout va avoir lieu. Et voilà, c'est quoi le secret? C'est parce que tu es président fondateur et qu'on ne peut pas te dire non? C'est toi qui décides? Comment ça se fait? Non, ça se fait qu'on a la chance. Il y a une fenêtre de tir en ce moment en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, où on peut, dans le respect des mesures sanitaires, tenir des concerts, des spectacles. Et on est en accord avec les autorités sanitaires, les autorités politiques, les responsables du Palais de la Culture, où les salles sont désinfectées, le public respecte la distanciation sociale, on a des masques et grâce à ça, les spectacles reprennent depuis pratiquement le mois d'août, hein, octobre, les choses ont repris doucement et aujourd'hui la culture, le spectacle vivant, revit à Abidjan. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tenir Abidjan Capitale du Rire, la 6e édition, qui régulièrement, normalement, se tient la première semaine de décembre chaque année. Mais cette année, il y a eu la crise sanitaire, donc il y a eu le corona, et il y a eu autre chose qui fait beaucoup plus peur aux Africains que le Covid, c'est la crise post-électorale. Donc on avait peur de la crise post-électorale. Voilà, mais finalement, il y a eu plus de peur que de mal, rien n'est arrivé, tant mieux. Faut que les élections soient comme ça tout le temps en Afrique. On fait la campagne électorale, on vote, il y a le gagnant et les choses reprennent comme d'habitude. On est fatigué de ces crises post-électorales où le temps est suspendu en Afrique. Voilà, c'est pour ça que 12, 13, 14 février, il y aura Abidjan, capitale du Rire, la 6e édition. D'accord. Donc alors, là, donc je propose de voir un extrait du festival Abidjan, capitale du Rire. Et on en parle tout de suite après, on parlera de la programmation, ce qu'on peut découvrir au moment de cette édition-là 2021 à Abidjan. J'ai pour toi quelques questions ce soir. Sur ballon. Non, sur le mot. Ah, d'accord. Dis-moi, comment tu fais pour dompter le public? Tu vois, les gens rient quand tu fais des sketchs. C'est parce qu'ils ont payé pour venir. Si ils m'amusent, ils ne vont plus payer. Et puis, c'est là, tu les vois comme ça, ils parlent mal. Quand tu fais quelque chose, et puis ça ne rit pas, ils vont te rire, et puis toi, tu ris. Et puis, il y a toujours un enfant dans la foule qui va dire, maman, mais pourquoi il rit seul? Et puis, elle va répondre, laisse-le. On l'a payé pour le faire rire, le salaud. Ah, le salaud. Mais tu as un secret, quelque chose comme ça pour... Ouais. Un secret? Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Sinon, quel secret il va cacher ici? Non, parce que, tu vois, les gens ont remarqué que chaque fois que tu fais un sketch, oui. tu as les mêmes chaussures blanches. Ah. Les mêmes chaussures, là. C'est arrivé là-bas. Non, mais ces chaussures blanches, là, c'est... Comme je suis dans le domaine du sport, du football, j'ai fait comme Hervé Renard. À chaque match, il a la même chemise blanche et puis il gagne. Qui est fou? Je ne vais pas laisser, je porte chaussures blanches et puis on s'en va. Et puis bon, ça là, c'est le vieux qui a lavé ça. Il m'a dit, petit, tiens, il faut te défendre avec. C'est comme ça, tu vois, c'est pas la même chose, hein. J'ai beaucoup à la maison, blanche, même chose. Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Brice. Magnifique. Oui. Magnifique. Merci d'être venu. Si ça pouvait demander transport, c'est pas la peine. Je joue en Europe et puis je m'en vais. Mesdames, messieurs, magnifique. Donc, Maman, parle-nous de cette édition 2021. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y aura évidemment les grandes stars, les grandes affiches? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a de prévu, de particulier pour cette édition-là?
Alors, Abidjan Capitale du Rire a cette particularité depuis la première édition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est aujourd'hui à la 6e édition. Pour un festival d'humour en Afrique, c'est énorme. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai voulu qu'il y a 3 galas. C'est sur 3 jours, donc il y a 3 grands spectacles. À chaque fois, j'ai voulu que ça soit une création, que ça ne soit pas comme font les autres festivals, c'est une succession d'artistes qui viennent sur scène, d'humoristes, chacun fait son sketch, il s'en va. À chaque fois, c'est une création. Donc là, par exemple, la 6e édition, le 12 février, ça sera le spectacle d'ouverture, le gala d'ouverture au Gondwana Club Pullman, le comédie club qu'on a monté à Abidjan. C'est Priska, l'humoriste femme aujourd'hui qui a le vent en poupe, qui domine toutes les autres humoristes, qui était rappeuse, qui était chanteuse, et qui s'est mis une nouvelle corde à son arc et qui est humoriste. Et c'est vraiment drôle ce qu'elle fait. Donc, il y a Priska qui sera ensuite avec Boukari. Boukari qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, c'est l'humoriste numéro 1 partout en Afrique. Boukari qui est dans son personnage où il prend un accent mi-ivoirien, mi-burkinabé et il malaxe la langue française avec des mots de son invention. Donc, il y aura Priska, il y aura Boukari et on finira avec De Perpignan qui prend la société africaine aujourd'hui avec un aspect sur une sorte de satire sur le phénomène des pasteurs. Et il joue un pasteur qui est je peux pas le décrire, mais qui est férocement drôle sur scène. Et c'est une satire décapante, très drôle de la société africaine d'aujourd'hui au XXIe siècle. Le lendemain, le 13 février, au Palais de la Culture, ça sera le canapé de Brice 2. Brice, c'est un animateur télé, radio, qui a longtemps officié au Burkina Faso, qui est rentré en Côte d'Ivoire aujourd'hui et qui est devenu aussi humoriste, stand-upper de talent. Et il y a 2 ans, dans une des éditions d'Abidjan Capitale du Rire, on a fait le canapé de Brice où on joue une émission télé sur scène où Brice reçoit les humoristes sur son canapé et il leur pose des questions sur leur vie, sur leur art, mais ils répondent jamais aux questions et ils finissent par faire un sketch devant le public. Donc, il y aura plein d'humoristes qui viennent du Gabon, du Cameroun, de RDC, de Côte d'Ivoire et qui seront sur scène avec Brice dans le canapé de Brice. Le dimanche 14 février, ça dit quelque chose aux gens, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, mais toi aussi. Ah, c'est la Saint-Valentin. Il y aura moyen de... Hein, non? Ben oui. Alors, la Saint-Valentin, on a un spectacle spécial pour ça. Ça sera, désormais, on a une tradition d'Abidjan Capitale du Rire. Le dernier spectacle, c'est une battle. L'année passée, on avait fait une battle Afrique de l'Ouest contre Afrique centrale, qui est le plus drôle. Cette année, ça sera homme contre femme, qui est le plus drôle. Et donc, c'est pas la peine, on a gagné. Oui, c'est toujours les femmes qui gagnent. Hein. Nous, on a les hommes pour avoir la paix au foyer. On dit toujours à la femme, oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est mieux, c'est mieux. Donc, le 14 février, ça sera ce gala-là, homme contre femme, qui est le plus drôle, avec les meilleures humoristes femmes d'Afrique. Elles viennent de partout. Il y a Philomène qui vient du Burkina Faso. On aura Charlotte Tamak du Cameroun. On aura les Nyota qui viennent de RDC. Les Nyota qui sont les lauréats du dernier prix RFI Talent du Rire que nous organisons chaque année. Il y aura Stéphanie Bluetooth qui vient du Congo-Brazzaville et Priska, Ami qui viennent de Côte d'Ivoire. En face d'elle, il y aura les humoristes hommes. Je ne les cite pas. Mais bien sûr, il faudra que les gens viennent les découvrir. Non, mais c'est formidable. Et dire justement... Et on aura Meiwe, le grand chanteur ivoirien, qui va venir partager tout ce beau monde. Voilà, c'est ces 3 jours de spectacle. On a la chance de pouvoir jouer, de redonner du travail aux humoristes et de donner du sourire au public que j'invite à venir très nombreux. Ah bah, formidable. Et alors, juste pour terminer sur justement, est-ce que cette période, est-ce que c'est indispensable de continuer à rire quand même? Oui, c'est indispensable. Il y a le mot qui a été le plus prononcé dans ce live Facebook, dans cette rencontre avec mes amis, frères et sœurs Germaine, Étienne et Salia, c'est la résilience. L'humour, c'est la politesse du désespoir. C'est
dans le désespoir, on reste poli, on a de la tenue, on ne va pas vers les bas instincts et c'est comme ça qu'on s'en sort toujours par le haut. Et avec l'humour, on peut prendre tout ce qui ne va pas, non seulement pour soigner les maux, mais aussi pour essayer de reconstruire et les êtres et la société. Donc, continuons à rire. On peut rire par la danse, on peut rire par le théâtre et vice-versa. Sur l'humour, sur les scènes d'humour, on danse, on fait du théâtre. Donc, le casting de ce live Facebook est judicieux. C'est la rencontre du spectacle vivant et je suis content et fier de partager ça avec ces illustres artistes. Ah bah merci vraiment infiniment. C'était notre plaisir, nous ici à AC55 Action Africa Culture, de réunir. Vraiment, vous êtes exceptionnels, chacun d'entre vous. Et merci pour votre temps, votre disponibilité. Et puis, évidemment, merci d'avoir partagé toutes vos créations et aussi vos idées pour que justement d'autres artistes puissent traverser ce moment et puis aussi inviter les spectateurs, les internautes, les Africains ou les autres et tous les autres à venir découvrir le spectacle vivant et la création africaine parce qu'elle est absolument magnifique. Je suis ravie que vous soyez tous venus et que voilà qu'on ait pu partager ce live ensemble. Je vous souhaite vraiment le meilleur, bonne chance, voilà, Merci. et que vive la création contemporaine et le spectacle vivant africain, qu'il perdure et qu'il soit aussi magnifique. Vraiment, j'étais très honorée d'avoir ce premier échange avec vous sur AC55. J'ai une proposition, une suggestion à Étienne. Le prochain livre qu'il va mettre sur scène, s'il faut la voix de président fondateur, elle manque. Ben, bien sûr. Après, président fondateur qui est là depuis les indépendances et il est toujours là. Donc, mais oui. Pour montrer comment, parce que c'est le plus résilient des Gondouanais, président fondateur. Très bien. Maman, je prends la proposition et on se voit pour faire ça. Donc voilà, une création en route. Je viendrai à Ouaga, Étienne, et je t'inviterai à Niamey. Oui. Je suis en train de monter une école de comédie pour tous les humoristes africains, tous les comédiens africains. C'est parfait. Magnifique. Magnifique. Voilà. Ben, à bientôt, maman. À bientôt. Merci. Germaine, bravo. À bientôt. Force. Salut. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Germaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.